Certaines femmes passent inaperçues. D'autres laissent une trace que le monde ne peut pas effacer. Ce que vous allez entendre, ce ne sont pas des légendes urbaines. Ce sont des faits réels. Des femmes réelles. Et des crimes qui ont bouleversé l'histoire. Numéro 1. La cuisinière mortelle. Elle cuisinait pour les familles les plus riches de New York. Elle semblait parfaitement ordinaire. Et elle tuait, sans même le savoir. Mary Mallon naquit en Irlande en 1869 avant d'immigrer aux États-Unis. Elle était porteuse de la bactérie responsable de la fièvre typhoïde. Mais elle, aucun symptôme. Aucune fièvre. Aucun signe, rien. Partout où elle posait ses marmites, la maladie s'installait. Des membres des familles qui l'employaient tombaient malades. Certains mouraient sans explication apparente. Ce n'est qu'à l'arrivée d'un enquêteur nommé George Soper que le lien fut établi. Tout menait à elle. Mary nia. Mary résista. Mais les autorités sanitaires agirent En 1907, elle fut isolée de force sur North Brother Island, une petite île dans l'East River près du Bronx. Enfermée. Non pas pour un crime, mais pour ce qu'elle était. Puis vint une courte période de liberté. Elle reprit son tablier, recommença à cuisiner, et un nouveau foyer éclata. La deuxième isolation fut définitive. Oui, vous avez bien entendu. Elle retourna au fourneau en sachant ce qu'elle risquait de provoquer. Mary Mallon, connue sous le nom de Typhoid Mary, fut le premier porteur asymptomatique de fièvre typhoïde officiellement identifié aux États-Unis. Et son histoire pose une question qui n'a toujours pas de réponse simple. Jusqu'où peut-on priver quelqu'un de liberté? Au nom de la sécurité collective. Numéro 2. Le monstre. Ce nom est devenu synonyme d'une réalité que la société préfère ignorer. Une femme. Tueuse en série. Froide, implacable. Eileen Wuornos naquit en 1956 à Rochester, Michigan. Son enfance. Un chaos de violence et d'abandon. À 13 ans, elle fut enceinte. 13 ans. Ce qui suivit fut une descente lente et inexorable vers les ténèbres. Entre 1989 et 1990, elle tua plusieurs hommes. Sa méthode. Les attirer dans des endroits isolés, puis les abattre à bout portant. Elle affirma avoir agi en état de légitime défense. Viol, menaces, danger imminente. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Les témoignages contredisaient ses dires. Le public fut sidéré. Pas seulement par la brutalité des actes, mais parce qu'une femme en était l'auteur. Wuornos brisait tous les clichés. Elle ne correspondait à aucune image préconçue. Et c'est précisément ce qui la rendait si terrifiante. Son procès devint un événement médiatique. Son attitude, agressive, combative, sans concession, fascinait autant qu'elle horrifiait. La presse la surnomma le monstre. Elle fut condamnée à mort et exécutée. Jusqu'au bout, elle maintint sa version. Légitime défense. Toujours. Son histoire pose des questions qui dérangent. Était-elle une victime de son passé? Ou une tueuse calculatrice et sans remords? Peut-être les deux. Eileen Wuornos a prouvé au monde quelque chose d'inconfortable. Et le mal n'a pas de genre. Numéro 3. La meurtrière des Landes. Il y a des crimes qui marquent une nation à jamais. Celui-là en fait partie. Myra Hindley, née en 1942 à Manchester, commit aux côtés de son compagnon Ian Brady l'une des séries de meurtres les plus atroces de l'histoire britannique. Entre 1963 et 1965, 5 jeunes victimes disparurent, 10 à 17 ans. Des enfants, des adolescents, attirés par de fausses promesses d'aide ou d'aventure. Ce qui leur arriva ensuite fut indicible. Agression sexuelle, torture, meurtre. Puis leurs corps furent enterrés dans les landes désolées de Saddleworth. Un tombeau silencieux, vaste, invisible. Pendant des années, personne ne sut où ils étaient. Et ce qui rendait Myra Hindley particulièrement bouleversante. Elle était une femme. La société attendait d'elle protection, tendresse, bienveillance. Elle offrit le contraire absolu. Elle fractura l'image même de la féminité. Arrêtée en 1965, condamnée, elle passa des décennies à clamer d'abord son innocence puis à minimiser son rôle. Chaque demande de libération conditionnelle fut rejetée. Elle mourut en 2002, à 60 ans, derrière les barreaux. Les Landes de Saddleworth hantent encore la mémoire collective britannique. Parce que certains crimes ne s'effacent jamais. Numéro 4. La Maison de l'Or. Une adresse.
25 Cromwell Street, Gloucester, Angleterre. Rien qu'entendre ce nom suffit à glacer le sang en Grande-Bretagne. Rosemary West naquit en 1953 dans le Devon. Enfance marquée par la négligence et les violences. Puis elle rencontra Fred West. Charismatique, manipulateur, dangereux. Ensemble, ils formèrent l'un des couples criminels les plus redoutés de l'histoire britannique. Durant les années 70 et 80, ils attirèrent de jeunes femmes et des jeunes filles chez eux, sous prétexte d'emploi, de logement, d'aide. Ce qui se passait ensuite dans cette maison dépassait l'entendement. Abus sexuels sadiques, torture, meurtre. Certaines victimes étaient des membres de leur propre famille. En 1994, lors de travaux de rénovation, un locataire découvrit des indices. La police intervint et creusa. Des restes humains cachés dans toute la maison et dans le jardin. La nation fut anéantie. Le procès révéla des détails insupportables. En 1995, Rosemary West fut reconnue coupable de 10 meurtres. Condamnée à perpétuité. Sans possibilité de libération. L'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire britannique. Était-elle une complice soumise ou une criminelle à part entière? Le débat persiste. Ce qui est certain, derrière la porte du 25 Cromwell Street, l'horreur avait élu domicile. Numéro 5. La sorcière de Buchenwald. Il existe des êtres qui utilisent le pouvoir pour protéger, et d'autres qui l'utilisent pour détruire. Ilse-Koch appartenait résolument à la seconde catégorie. Née en 1906 à Dresde, elle était l'épouse du commandant du camp de concentration de Buchenwald, Karl Otto Koch, et ce statut lui conférait une autorité considérable. Une autorité qu'elle exploita sans limite et sans pitié. Ses cruautés dépassaient même les standards horrifiques du régime nazi. Elle faisait fouetter les prisonniers, battre, tuer, non par nécessité militaire, par plaisir sadique pur et simple. Mais ce n'était pas tout. Ilse-Koch avait une fascination macabre pour la peau tatouée. Elle aurait sélectionné des prisonniers assassinés pour leurs tatouages, selon les motifs, selon l'esthétique, et fait conserver ces peaux comme des trophées. Exposés, mis en valeur. Même au sein du régime nazi, son comportement fut jugé excessif. En 1943, elle fut arrêtée par les nazis eux-mêmes. Accusée de meurtre, de mauvais traitement et de détournement de fonds. Le procès mit à nu l'étendue de son sadisme. Et des témoignages qui dévastèrent la salle d'audience. Elle fut condamnée à la prison à vie. Son mari avait déjà été exécuté. La sorcière de Buchenwald est aujourd'hui un symbole absolu. Le symbole de la cruauté que l'être humain est capable d'atteindre lorsque le pouvoir lui échappe toute conscience. Son nom doit être rappelé, non pour la glorifier, mais pour ne jamais oublier ce dont l'humanité est capable. Numéro 6. La veuve noire. Judy Buenoano. Un nom qui sonne comme un piège, et c'en était un. Née en 1943 au Texas, elle bâtit sa vie sur un seul fondement. La tromperie. Son règne de terreur débuta au début des années 80. Son fiancé, le sergent de l'armée de l'air James Goodyear, tomba soudainement malade. Puis mourut, mystérieusement. Jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent l'évidence, empoisonnement à l'arsenic. Le premier fil d'une toile meurtrière. Plus les enquêteurs creusaient, plus le tableau s'assombrissait. Faux documents, fraude aux assurances, victimes empoisonnées. Et puis, son propre fils, Michael. Un accident de voiture, soi-disant. En réalité, elle avait saboté le véhicule. Son propre enfant. Le mobile, l'argent. Toujours l'argent. Elle assurait ses victimes, les empoisonnait à l'arsenic et aux métaux lourds, simulait des causes naturelles. Et encaissait. Sans un frémissement, sans un regret. En 1984, elle fut arrêtée. Son procès captiva la nation. Coupable. Meurtre de son mari, de son fils, de son compagnon John Gentry. La sentence. La mort. Judy Buenoano devint la première femme exécutée en Floride depuis le rétablissement de la peine capitale. La veuve noire. Elle attirait ses proies dans sa toile. Et les détruisait. L'une après l'autre. Numéro 7. L'ange de la mort. Les infirmières sauvent des vies. Beverly Allitt, elle, les prenait. Née en 1968 dans le Lincolnshire, en Angleterre, elle exerçait comme infirmière en pédiatrie à l'hôpital de Grantham. Ses patients? Des nourrissons. Des tout-petits. Jusqu'à 5 ans.
sans défense, confiée à ses soins. Entre 1991 et 1993, les incidents mystérieux se multiplièrent. Des enfants tombaient subitement dans un état critique. Des cœurs s'arrêtaient de battre. Certains mouraient. On parla d'abord de malchance tragique. Puis la vérité éclata. Alit administrait des doses létales de médicaments, provoquait des arrêts cardiaques, manipulait les équipements médicaux. Délibérément. Méthodiquement. Encore et encore. Son procès en 1993 révéla l'ampleur du désastre. 4 enfants assassinés, 3 autres victimes de tentatives de meurtre, 6 grièvement blessés. Pourquoi? Personne ne le sut jamais vraiment. Elle ne donna jamais d'explication définitive. Certains experts évoquèrent le syndrome de Munchausen par procuration, un trouble où l'on cherche l'attention en faisant souffrir ceux dont on a la charge. Ce qui demeure, c'est l'inimaginable, une soignante qui tuait les plus vulnérables. La confiance comme arme. Beverly Alit, l'ange de la mort, un nom qui a changé à jamais la médecine britannique. Numéro 8. La propriétaire de la maison de la mort. Sacramento, Californie. Une pension de famille en apparence ordinaire. Des personnes âgées, des handicapés, des oubliés de la société. Et au centre de tout, Dorothea Puente. Née en 1929. Bienveillante en façade. Mortelle en coulisses. Dans les années 80, Puente gérait sa pension avec un sourire. Elle accueillait ceux que personne d'autre ne voulait. Des gens dépendants, isolés, sans famille. Elle leur offrait un toit. Et elle les tuait. Médicaments dissimulés dans la nourriture. Une mort silencieuse. Puis le corps dans le jardin. Et la suite. Signature falsifiée. Allocation sociale encaissée. Comme si de rien n'était. En 1988, une assistante sociale devint suspicieuse. Un locataire avait disparu. La police intervint et creusa. Des corps. Plusieurs. Enfouis dans le jardin. La communauté fut sous le choc. Au procès, Puente siégea, calme, froide, impassible. Elle nia tout. Prétendit ne rien savoir des corps enterrés sur sa propriété. Mais les preuves, les témoignages, la médecine légale, tout parlait contre elle. En 1993, coupable. 3 meurtres. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dorothea Puente exploita les plus fragiles de la société comme une source de revenus. Son nom est aujourd'hui synonyme d'une vérité dérangeante. La bienveillance peut être un masque très, très dangereux. Numéro 9. La grand-mère qui riait. Elle ressemblait à la grand-mère la plus douce du monde. Chaleureuse, inoffensive, affectueuse. Et elle empoisonnait tous ceux qui s'approchaient d'elle. Nanny Doss, née en 1905 en Alabama, tua pendant plus de 3 décennies. Des années 20 jusqu'aux années 50. Ses victimes, des maris, des enfants, sa propre mère, sa sœur. Toujours de l'arsenic. Toujours discret. Caché dans la nourriture. Dans les boissons. Sa méthode resta indétectée pendant des années, car personne ne soupçonnait cette aimable femme d'âge mûr. Pour Nanny Doss, le mariage n'était pas une promesse. C'était une transaction. Dès qu'elle se sentait piégée ou insatisfaite, elle empoisonnait. Et recommençait à zéro. En 1954, son 5e mari devint méfiant. Trop de morts. Trop de coïncidences. La police enquêta. Ce qu'elle découvrit dépassait l'entendement. Lors de son arrestation, elle riait. Et pendant l'interrogatoire, elle riait. En avouant ses crimes, elle riait. 4 maris, 2 enfants. Sa mère, sa sœur. Et elle en riait. En 1955, prison à vie. La grand-mère qui riait, une image qu'on ne peut pas oublier. Parce qu'elle rappelle une vérité qui fait froid dans le dos. Le mal porte parfois un sourire. Et parfois un tablier de cuisine. Numéro 10. La comtesse sanglante. Erzsébet Báthory. Née en 1560 en Hongrie. Noble, riche, puissante. Et responsable de certains des crimes les plus atroces jamais documentés dans l'histoire. Derrière les murs de son château, elle régnait comme un monstre. Sur plusieurs années, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, elle y aurait enlevé, torturé et assassiné de jeunes femmes, des centaines. Le nombre exact reste inconnu à ce jour. Qu'est-ce qui l'a poussée?
Certaines théories affirment qu'elle croyait que le sang de jeune vierge préserverait sa beauté et sa jeunesse. D'autres parlent simplement de plaisir sadique. Ce qui est établi, ce sont les méthodes. Des aiguilles, des ciseaux, des fers à brûler, des coups, des brûlures, des mutilations, des atrocités inimaginables, même pour l'époque. Son réseau de complices lui permit d'agir pendant des années en totale impunité, jusqu'à ce que les rumeurs atteignent les autorités. En 1610, arrestation. Assigné à résidence jusqu'à sa mort. Ses complices furent jugés et exécutés. Erzsébet Báthory, la comtesse sanglante, est aujourd'hui un symbole absolu. Le symbole que le pouvoir peut corrompre jusqu'à l'innommable. Que la cruauté ne connaît ni frontière de genre ni de rang social. Ses victimes ne doivent jamais être oubliées. Son nom, lui, doit rester comme un avertissement éternel. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous savez maintenant que les visages les plus ordinaires peuvent cacher les âmes les plus sombres. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire. Laquelle de ces femmes vous a le plus marqué ?